Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le monde dans cette émission dans laquelle nous revenons sur le condensé de quelques sujets marquants de l'actualité de la semaine. On fera le tour du continent pour parler d'un certain nombre de sujets, notamment le Sénégal. On va parler de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel s'aligne finalement sur la date du 24 mars, date qui avait été choisie par le président Macky Sall. Nous irons du côté de la République démocratique du Congo. La rébellion M23 gagne du terrain, des populations sont en fuite. On parlera aussi du Nigeria, l'enlèvement d'élèves, plus de 200 élèves par des hommes armés. Au niveau du Ghana, des séparatistes ont été lourdement condamnés par la justice. Et le Togo, on va parler également des élections régionales et législatives. Quelle stratégie pour l'opposition? Je reçois 3 invités pour ce jour. D'abord, Firmin Tekou-Agbo. Il est chroniqueur politique. Il est avec nous. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir accepté l'invitation de cette émission. Face à vous, il y a Marcel Agbessinou, qui est journaliste et puis juriste. Bonsoir Marcel. Bonsoir Sam et bonsoir à mes 2 aînés qui sont ici présents. Et je salue Sanfa et la diaspora togolaise qui nous suit depuis les 4 coins du monde. Merci à vous également d'avoir accepté l'invitation. 3e invité de cette émission, Yao Eklo-Nukunu, président du mouvement Ton de la jeunesse patriotique. Bonsoir Yao Nukunu. Bonsoir Vos Excellences et bonsoir. C'est un plateau composé rien que des excellences, des hommes du 4e pouvoir. Alors tout l'honneur pour moi et bonsoir à tout le staff de New World TV et à tous qui nous suivent un peu partout dans le monde. D'accord, on commence tout de suite avec le Sénégal. Nous allons parler donc de la présidentielle. Ce sera finalement le 24 mars, date donc choisie par le président Macky Sall. Le Conseil constitutionnel avait d'abord fixé la présidentielle au 31 mars, une semaine après celle arrêtée par la présidence dans une décision qui avait été rendue le 6 mars. Eh bien, le Conseil a dit dans un communiqué le jeudi passé qu'il n'avait fait que pallier l'inertie de l'administration en retenant le 31 mars. Et donc laisse la main au président Macky Sall qui jusque-là a donc les pleins pouvoirs pour choisir la date de la prochaine élection. Et finalement, Firmin Tekou-Agbo, le 24 mars 2024, les Sénégalais se rendront aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Tout ça là pour ça. Donc Macky Sall, on se demandera aujourd'hui pourquoi il a fait tout ça. Pourquoi n'avait-il pas permis qu'on organise les élections un mois plus tôt, c'est-à-dire le 25 février? Est-ce que l'intention qu'il avait en décidant du report, est-ce qu'il a bien nourri, est-ce qu'il a eu ce qu'il voulait? Une chose est sûre, les Sénégalais vont se rendre aux urnes, mais 2 choses fondamentalement à relever. Je pense que ça devient ça va devenir une certaine jurisprudence pour l'avenir. Ça protège en quelque sorte les institutions du Sénégal pour l'avenir. Plus aucun chef d'État ne se permettrait ou ne s'arrogerait ce droit en décidant n'importe comment de quelqu'un report, de quelque présidentiel ou de quelque élection que ce soit. Parce que la personne se souviendra, ou ce chef de l'État se souviendra de tout ce qui a eu comme pression sur l'actuel chef de l'État. Donc au moins, Macky Sall, en partant ou avant de partir, il a commis une bourde, mais qui a un côté positif, qui permet aujourd'hui de renforcer les institutions du Sénégal. La deuxième chose, Macky Sall, le Conseil constitutionnel l'a toujours respecté sur toute la ligne. C'est-à-dire, même si le Conseil constitutionnel n'a pas été d'accord pour le report et a toujours demandé à ce que les élections s'organisent dans la tranche jusqu'au 2 avril, le Conseil constitutionnel a toujours donné une certaine marge. Entre-temps, le Conseil n'avait pas défini une date claire, mais quand Macky Sall a dit on organise les élections le 24, alors que le Conseil préalablement avait choisi le 31, mais le Conseil est revenu sur sa décision. Donc, je pense qu'à ce niveau, les sages ont été sages vis-à-vis de Macky Sall. Ils ne l'ont pas imposé, ils ne l'ont pas désavoué publiquement, parce qu'ils pouvaient dire nous on maintient le 31 décembre, le 31 mars. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Nous on maintient le 31 mars. Au prime abord, ils avaient dit on ne choisit pas de date, mais on laisse une marge de manœuvre au président, à lui de le faire. Comme il n'a pas pu le faire, et qu'aujourd'hui l'affaire, on dit ok d'accord, on revient sur sa proposition. Mais la troisième chose,
que je voudrais faire observer, c'est que Macky Sall, il laisse le pays dans une situation un peu inconfortable. C'est-à-dire, il finit son mandat, mais il ne part pas, mais il va finir comme un président de transition. Et c'est un peu déplorable si on peut se comporter comme... Il va partir le 2 avril. Il va partir le 2 avril. Il partira puisque le président de l'Assemblée nationale va assumer l'intérim. C'est ça en fait, c'est-à-dire, c'est ça qui est déplorable. Macky Sall, avant de partir normalement, il devrait laisser au Sénégal un président nouvellement élu. Mais il quitte en laissant le pays dans une certaine transition, comme si le pays, il y avait une certaine crise qui avait plongé ou qui avait obligé le pays à adopter un régime transitoire. C'est ça qui est déplorable. C'est ça qui est déplorable. Yaonokounou, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On doit simplement dire que la démocratie sénégalaise se porte bien. Ben, écoutez, M. Samuel, ce qu'il faut relever est que le Sénégal continue toujours pas donner une leçon. Non seulement le Sénégal, mais également le Bénin aussi semblait donner une leçon de démocratie, mais encore plus, voilà encore une opportunité pour le Sénégal de donner une leçon. Non seulement aux pays francophones, mais à beaucoup de pays africains. Et donc, seulement que le rôle joué par le Conseil constitutionnel, je voudrais également m'interroger un peu si le Conseil aussi n'est pas trop allé, ne s'est pas trop ingéré. Je me pose cette question-là. Mais à chaque fois, elle était consultée, c'est pour ça qu'elle réagissait. Elle était saisie, soit par des candidats, soit par le président lui-même, et c'est ce qui l'a mené à réagir. Bien évidemment, mais bon, pour aller fixer la date du 31 mars avant qu'elle ne fasse et revenir sur la date de 24 mars proposée par le président. Bon, mais il faut surtout relever que il y a deux éléments fondamentaux qui ont joué, qui ont pesé, qui ont influencé. D'abord, la maturité des Sénégalais qui ont cette maturité politique. Et bon, je peux dire une maturité politique avec bien évidemment des positions politiques compte tenu des appartenances politiques, etc. Mais ce qu'il faut relever est que au Sénégal, il y a cette culture-là, il y a cette assimilation de ce que la démocratie dans leur pays, c'est comme récemment le président Patrice Talon qui l'a dit, que nul ne fera plus de 2 mandats au Bénin. Alors donc, je crois que ce principe-là s'aventure vers un idéal pour les Sénégalais. Ça devient un idéal de ce que nul ne fera plus de 2 mandats à la tête du pays. Alors donc, la rue, qui aussi également a été vraiment inflexible, alors peut-être que ça a aussi réconforté le Conseil constitutionnel à aller dans ce sens-là de la transparence, de l'équité, de dire le droit et de rappeler à l'ordre. Donc, je crois que c'est une belle leçon. Peut-être encore une leçon qui montre que, éventuellement, je peux oser croire avec modération que les institutions sénégales ne sont pas si corrompues que ça, ne sont pas vraiment à la solde du président Macky Sall, et d'où on a vu un conseil constitutionnel recadrer le président dans ses manœuvres, mais toujours est-il que le président Macky Sall, c'est un acteur politique et il sait ces calculs politiques qui l'ont emmené dans cette démarche-là, et sûrement que avec ses conseillers, toutes ces situations auraient été improvisées et ils savent à quelle fin tout cela est joué. Bon, donc on attend de voir au soir de la proclamation des élections, qu'est-ce qui en serait, qu'est-ce qui en ressortirait fondamentalement avec les ingrédients, si vous me permettez d'y ajouter cette initiative d'amnistier les prisonniers politiques, etc. Donc finalement, on doit la vitalité de la démocratie sénégalaise à la force de son Conseil constitutionnel. Et effectivement, lorsque j'ai suivi de bout en bout, de loin, très loin, les événements qui ont occasionné le report du scrutin, initialement prévu le 25 février,
Et je me suis dit que Macky Sall est en train de s'amuser avec la démocratie sénégalaise, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la démocratie sénégalaise est une vieille démocratie et les grandes universités en Afrique, entre-temps, c'est au niveau du Sénégal. Et la démocratie, dans un pays où il y a les anciens présidents comme Wade, Abdoulaye Wade, ils sont toujours vivants. Abdou Diouf, ils sont toujours vivants. Vous voulez tripatouiller la Constitution et se faire tailler une place pour un pouvoir à vie, c'est un peu compliqué. Macky Sall ne pouvait pas aller plus loin. Mais il a bien tenté. Il a essayé, mais il s'est heurté à la détermination de la population, d'ailleurs qui est d'ailleurs jeune, une population jeune sénégalaise. Donc ils se sont tellement mobilisés contre cet énième coup de force. Et également, nous pouvons dire que Macky Sall a été lâché lamentablement par cette CEDEAO qui se cherche. Parce qu'il y a des pays qui ont claqué la porte à la CEDEAO. Si nous étions en 2018, ce coup de force allait passer. Avec Macky Sall allait passer rapidement au troisième mandat. Mais tel n'est pas le cas. Les événements se sont précipités. La CEDEAO est en difficulté. Paris est en difficulté vis-à-vis des Africains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a fait des navettes entre Paris et Sénégal, mais ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, il a fait volte-face. Aussi, nous allons saluer également la détermination des institutions. Des institutions sont tellement fortes là-bas. Si aujourd'hui le Conseil constitutionnel a rendu son avis, sa décision, en maintenant effectivement que les élections auront lieu le 24 mars prochain, dans les 16 jours, les Sénégalais iront au jury. Donc cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, les institutions ne sont pas spoliées comme on le voit sous quelques angles dans la sous-région. Donc le Sénégal aujourd'hui, nous pouvons dire que il y a des institutions, la détermination de la population, les institutions sont d'ailleurs fortes. La CEDEAO a lâché lamentablement Macky Sall, et aussi Paris aussi est ambigu à prendre des décisions pour envenimer la situation. Alors justement, on a vu le peuple sénégalais également qui a réagi en saluant en tout cas le dénouement de la situation et surtout le fait qu'on vote le 24 mars. Dans quel climat vous voyez les Sénégalais aller aux urnes dans 2-3 semaines? Donc, dans un climat beaucoup plus serein, les Sénégalais tout d'abord, ils sont en train de se dire, ils ont gagné, que la démocratie est en train de marcher dans leur pays. Ils se disent, ils construisent quelque chose de fort que personne du jour au lendemain ne se lèverait pour leur imposer quoi que ce soit. C'est un esprit très serein et des gens les applaudissent, on va les applaudir pour leur détermination, parce que tout ce que nous sommes en train d'obtenir, ou tout ce qu'on est en train d'obtenir aujourd'hui, c'est grâce à leur courage, grâce à leur détermination. Et ils ont dit niet, niet, niet. Mais le combat était à deux niveaux. Le premier niveau, c'était non au troisième mandat de Macky Sall. Vous imaginez, non au troisième mandat de Macky Sall, et Macky Sall a dit d'accord, je vous comprends, je ne veux pas briguer un quelconque troisième mandat. Maintenant, le deuxième niveau, c'est ça. Macky Sall dit je reporte les élections. Les Sénégalais, ils disent encore on ne veut pas de report. Macky Sall a dit d'accord, comme vous le voulez, comme vous le décidez, j'exécute. Donc on peut dire, ce que moi je peux retenir, c'est qu'on peut dire que le peuple sénégalais a gagné. Mais quand on parle de la démocratie, fondamentalement, c'est là où je ne suis pas d'accord avec mes co-débatteurs. Vous savez, le Sénégal a une histoire. Le Sénégal, c'est la capitale de l'Afrique occidentale française. Le Sénégal, il est comme la France le veut, au fait.
C'est ça, en fait. Donc, le peuple sénégalais, c'est comme quand vous allez à Dakar, vous allez au Sénégal, c'est comme vous croyez un peu en France. Comme quand vous allez à Abidjan, c'est comme, vous voyez, tout est français, en fait. C'est comme au Sénégal aussi, c'est comme ça. Donc, ils ont cette culture-là. C'est parce que les Français ont voulu que le Sénégal soit comme ça. C'est ça. Donc, à ce niveau, moi, je l'ai dit une fois ici, la démocratie que les Blancs nous imposent, c'est sur des critères subjectifs. Vous imaginez, c'est sur des critères subjectifs. Parce que, en réalité, quand on parle de la limitation de mandat et tout ça, la limitation de mandat n'a jamais été démocratique. Quand les gens disent la limitation de mandat, Macky Sall, il devrait partir parce qu'il devait respecter les 2 mandats. En réalité, sur le plan de la démocratie, la limitation de mandat, elle est antidémocratique. La deuxième chose, quand on parle de tripatouillage de la Constitution, moi, je n'ai jamais été d'accord. Il faut qu'on arrive à dire la vérité aux gens. Établissons ou peignons le tableau et après, on peut chercher des situations pour adapter à nos réalités. En réalité, dans toutes les constitutions au monde, il y a la possibilité pour le chef de l'État ou celui qui a le pouvoir de faire modifier la constitution. Dans toutes les constitutions au monde. Il y a toujours cette phrase, l'initiative de révision appartient concurremment au président de la République, au Premier ministre et à un 5e des députés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le président de la République pouvait limiter le mandat. Quand il vient, la Constitution lui permet de modifier la Constitution et de remettre peut-être le compteur à 0. Donc, sur le plan 3e mandat, moi, Macky Sall n'avait pas tort. Mais sauf que, en face, le peuple ne voulait plus de lui. Le peuple dit 2 mandats et il pouvait ne pas accepter aussi parce qu'en disant que moi je suis un légaliste. C'est la même chose aussi avec l'ancien président guinéen. Il dit, lui, il a réussi à modifier, mais après il y a eu un coup d'État. Donc établissons tout d'abord la vérité. La limitation de mandat n'est pas démocratique. Limiter le mandat, donnons au peuple la souveraineté. Le peuple, c'est lui qui choisit celui qui va le gouverner ou celui qui va le représenter. Quand vous lui imposez quelqu'un, il va le choisir, mais peut-être il ne veut pas de cette personne-là. Si, par exemple, c'est pour cela que les Occidentaux, ils choisissent les régimes dans lesquels les peuples facilement peuvent se retrouver. Par exemple, en Allemagne, le régime parlementaire où le Premier ministre qui a le plein pouvoir peut faire autant de mandats qu'il veut. Quand vous allez en Allemagne, en Angleterre, au Luxembourg, en Espagne, c'est le régime parlementaire. Moi, je voudrais que les Africains, au fait, arrivent à identifier leur réalité et arrivent à adapter des constitutions à leur réalité. Et à ce niveau, le jour où ce sera fait, moi je pense qu'on n'aurait plus de problème. D'accord, on va revenir véritablement sur le Sénégal parce que si c'est une brèche dans laquelle on peut pas se sortir. Alors, quand on regarde donc les décisions prises par le Conseil constitutionnel, finalement on salue le fait qu'aujourd'hui il y a une accalmie qui est revenue, on va aller aux élections, mais en même temps Ousmane Sonko n'y sera pas. Karim Wade, on se rappelle, c'est par lui que tout ce feu a été allumé. C'est parce qu'on avait écarté sa candidature sur soupçon de double nationalité et que tout ceci est arrivé. Finalement, le Conseil dit seuls les 19 candidats validés au départ vont concourir. Oui, monsieur Samuel, vous savez, moi, avant de répondre à cette question, je veux pas rentrer dans cette brèche. Mais tout simplement que je voudrais juste relever que monsieur Firmin, tout à l'heure, avant de se prononcer, de se prononcer sur la démocratie en question, il s'est appesanti sur la France. Il a parlé de la France, que oui, le Sénégal, il est ainsi parce que la France, etc. Oui, mais monsieur Samuel, ne soyez pas contradictoire par rapport à vous-même. Oui, monsieur Firmin, ne soyez pas contradictoire par rapport à vous-même. La France elle-même, comment ça fonctionne chez eux? Chacun vient faire 2 mandats, il part. La France a limité les mandats en 2000. Oui. Et chacun vient, il fait 2 mandats, il part. Jacques Chirac a fait 2 mandats, il est parti. Et Sarkozy, il a fait 2 mandats, il est parti. Un mandat. Oui, il n'a pas été le président Sarkozy, non, c'est François Hollande. Oui, non, Hollande et Sarkozy également. Alors maintenant, j'attends de voir. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une révision constitutionnelle qui s'est produite en France actuellement. Donc, on attend de voir si le président Emmanuel Macron va se comporter comme les Africains, comme pour dire que tant qu'il y a eu révision constitutionnelle, alors donc que comme pour dire que monsieur Firmin, non, il ne faut pas de façon systématique déclarer que oui, que la limitation de mandat est antidémocratique, etc. Non, je voudrais qu'on établisse tout d'abord la vérité. Non. Maintenant, Maintenant. on va revenir au Sénégal.
Maintenant, Ouais. vous savez, monsieur Samuel, non. Les deux principaux, Ousmane Sonko, Karim Wade, ils ne seront pas de la course. Il n'y a que les 19 que le Conseil a validé. Alors, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que, vous savez quoi, quand on est acteur politique, on doit pouvoir cultiver une certaine maturité, on doit pouvoir prendre une certaine hauteur et on doit pouvoir être vraiment, vraiment stratégique. Et non pas seulement de rester dans l'euphorie. Parce que moi, je me dis que dans la mesure où le président Macky Sall a pris la parole à travers un discours pour déclarer qu'il ne sera pas candidat et qu'il n'a nullement l'intention d'aller vers un troisième mandat, je crois que cela suffisait pour que Ousmane Sonko et sa clique calment leurs ardeurs et arrêtent toute agitation. Parce que c'est après cela que les choses se sont compliquées. Alors donc aujourd'hui, apparemment ça le rattrape. Et donc, je crois qu'il fait face, il subit les conséquences de ce que lui-même il a posé comme acte. Bon, donc. Karim Wade, c'est oui, lui bon. que tout ceci est arrivé aussi. C'est son parti qui, donc, parce qu'il a été écarté, qui a accusé le Conseil constitutionnel de corruption. Il y a eu une enquête parlementaire. C'est tout ce qui a fait naître la crise. Oui, mais Karim Wade, il aurait pu être vigilant en annulant, en reniant sa nationalité française avant d'entreprendre tout cela. Oh, il a fait toutes ces gymnastiques avant de courir, retirer. Alors c'était déjà trop tard. Oui, alors c'était déjà trop tard. Alors donc. Marcel Aguesino, il y a quand même un point sur lequel je voudrais que vous reveniez. Ça, j'ai besoin de l'avis du juriste, parce que on sait que les décisions du Conseil constitutionnel sont inattaquables. C'est définitif, pardon. Le Conseil, vous le savez, avait choisi le 31 mars. Oui. Et Macky Sall le 24. Oui. Si les décisions du Conseil sont inattaquables, parce que ce n'était pas cela qui devait s'imposer. Parce que le Conseil s'est dédié après en disant, bon, je m'aligne derrière. Oui, je vois là où vous voulez arriver, parce que les décisions du Conseil constitutionnel sont inattaquables, comme celle de la Cour constitutionnelle ici au Togo. Ce sont des décisions qui s'imposent à tout le monde. Et effectivement, ça concerne la date et non les contentieux. C'est les contentieux où les décisions, au moment où elles sortent, ça s'impose, ça à tout le monde, ce que nous appelons erga omnes. Ça s'impose à tout le monde. Effectivement, là-bas, tel que les choses se sont précipitées, le Conseil a rendu sa décision. C'est une décision par rapport à la date du scrutin et non les contentieux qui sont déposés à la table de ce Conseil constitutionnel. Et effectivement, je peux vous affirmer avec certitude et assurance qu'il n'y aura pas d'embâche à ce niveau. Parce que la décision du Conseil constitutionnel, nous allons l'attendre vers lorsque le scrutin aura entaché d'irrégularité et les candidats déposeront peut-être des recours. Donc, lorsque le Conseil va rendre une intense ou bien au final sa décision, cette décision s'imposera à tout le monde, à tous les candidats et candidates. Donc, c'est en ce moment que nous pourrons dire que la décision, elle s'impose et est inattaquable. Et puis, bon, à ce niveau aussi, on peut dire que nous sommes entre guillemets dans une situation exceptionnelle. Ce qui est en train, parce qu'on est sorti un peu du cadre constitutionnel, ce que Macky Sall a fait, parce que selon la Constitution, il devait organiser les élections le 25 mars et Macky Sall devrait partir le 25 février et Macky Sall devrait partir le 2 avril. Donc, on est sorti un peu du cadre constitutionnel. Donc, c'est comme nous sommes dans une situation exceptionnelle. Donc, aux situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. Du moment où l'intérêt général aussi est en jeu, dans le Conseil constitutionnel dit d'accord, donc on peut se plier à la décision du président de la République, parce que le président de la République, c'est quand même le président de la République, donc c'est une institution, donc il ne faut pas chaque fois chercher à l'affronter. Autant on va vouloir l'affronter, autant peut-être on va vouloir... C'est au nom de l'apaisement que le Conseil constitutionnel s'est aligné derrière la date. En tout cas, s'il y en a un qui probablement doit être en train de se réjouir en ce moment, c'est le président de l'Assemblée. Il va porter sur son CV désormais on passe du côté de la République démocratique du Congo.
la rébellion du M23, je le disais à l'entame de cette émission, le mouvement, la rébellion gagne du terrain, le mouvement des populations fuyant les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 s'est poursuivi jeudi, passé dans le nord Kivu, dans l'est de la RDC, où la rébellion continue donc de gagner du terrain, selon les témoignages des habitants qui fuient les combats. Mercredi, après 2 jours d'affrontement, les rebelles du M23 avaient pris le contrôle de plusieurs localités du territoire de Rutshuru, notamment de la ville de Niazale, provoquant la fuite de plus de 100 000 personnes, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, le LOCHA. Et donc, jeudi, selon des sources locales, la rébellion s'est emparée dans la même région d'une autre localité qui s'appelle Kibirizi, à 30 km au nord de Niazale. Yaonokono, est-ce que vous comprenez qu'on a une armée en RDC qui est aujourd'hui incapable de faire face à une rébellion qui commet des exactions contre les populations? Justement, excellent, je ne comprends pas. Il y a 2 choses que je ne comprends pas. La première, le président Tshisekedi, il avait mis en garde, et je me rappelle encore de ses propos, au moins esclamouche. Hein? Alors, cette mise... disent qu'il parle plus qu'il nage. Cette mise en garde là, finalement, quel est son sens? Quelle est sa teneur? Quelle est sa signification? Je me demande. Maintenant, la deuxième préoccupation également est que comment il s'y est pris, ou comment ont-ils pu sécuriser le pays pour que les élections se tiennent tranquillement jusqu'à aboutir à sa réélection, et sans qu'il n'y ait pas, sans qu'il n'y ait d'esclamouche. Bon, il y a des non-dits. Peut-être, est-ce qu'il y a un deal? Est-ce qu'il y a un deal entre qui et qui? Je ne saurais le dire, pour qu'il y ait d'accalmie pendant la période électorale pour lui permettre de se faire élire. Et donc, c'est au lendemain de la période électorale que tout le processus électoral avec sa prestation de serment aurait bouclé, qu'il y ait de la résistance encore avec les violences, etc. Bon, il y a des non-dits. Alors, donc, moi, c'est en cela, toujours est-il que je reste préoccupé par le fait que nous, les Africains, au juste, qu'est-ce que nous voulons de nos pays, de notre Afrique? Et comment est-ce que nous pourrons prendre conscience d'assumer nos responsabilités par rapport à vis-à-vis de nos territoires? Alors, parce que il y a tellement de non-dits dans ces histoires. Peut-être avant d'interroger ces non-dits, comment on explique une telle faiblesse de l'armée RD congolaise? C'est en cela que je me pose la question de savoir sur quoi est-ce que le président Tshisekedi s'est positionné, s'est fondé pour mettre en garde et dire au moins d'esclamouche. Lors de son premier mandat, il avait même dit qu'il donnerait sa vie pour le retour de la paix dans l'Est du pays. Alors donc, moi, je m'interroge beaucoup dorénavant sur nos compatriotes, nos frères, nos frères qui sont des acteurs politiques. C'est en cela, sur vos plateaux ici, j'ai toujours insisté que dorénavant, il ne faut plus que n'importe quel kidam s'érige en acteur politique, s'improvise en politicien. Alors, l'Afrique a besoin des gens clairvoyants, des gens clairvoyants, des gens qui ont une certaine hauteur pour conduire à la destinée des peuples de nos pays. Et non pas des gens, parce que jusque-là, regardez notre niveau, etc. C'est dommage. Marcel Agustino, alors, si on ne comprend pas comment l'armée RD congolaise est aussi faible, comment on peut comprendre cette force d'un mouvement de rébellion? L'armée congolaise, sa faiblesse, on peut l'étudier en plusieurs façades, ou bien en plusieurs étapes. Vous savez, aujourd'hui, la RD Congo, depuis que la RD Congo est RD Congo, il n'y a jamais la tranquillité. Presque tous les présidents qui se sont succédés, ils ont connu toujours de bouleversements, de troubles sous leur régime. Mobutu avait quand même bien tenu le pays. Mais imaginez ça, la fin de Mobutu. Imaginez la fin de Mobutu. Tshisekedi a promis gérer la nation comme il a voulu, mais il a heurté, il a fait face. Il a fait face d'abord aux Nations Unies,
au Rwanda voisin. La fois dernière, il a accusé ouvertement le Rwanda voisin, qui finançait finalement ce mouvement du M23. On ne connaît pas la source de leur financement. Et donc, dans une nation où le chef de l'État seul, il ne sait même pas à qui se vouer. Parce que son voisin Rwanda, normalement, c'est le Rwandais qui devait l'aider à sortir dans cette lorgnette. Voilà que Rwanda, qui a une main liée, et tout le monde le sait, les soldats, ou bien les soldats rwandais sont visibles sur le territoire congolais. Et ils tirent aux côtés des Nations Unies. Il y a des Nations Unies, les Nations Unies qui pillent, hein, au vu et au sud de tout le monde. Alors que ce pays, RD Congo, c'est un pays immensement riche. Un pays immensement riche que les Occidentaux, ils pillent, hein, à Vietnam. Ils pillent. Chaque jour qui passe, c'est comme si c'est une guerre civile aujourd'hui. On tue des civils, personne ne dit rien. Mais c'est ces Occidentaux qui crient à longueur de la journée des droits de l'homme, défenseurs des droits de l'homme, défenseurs des droits de l'homme. Voilà maintenant, on est là en face d'une situation. Un président qui est impuissant face à un mouvement. Mais les Occidentaux, ils ne disent rien. Paris ne dit rien. Les États-Unis ne disent rien. C'est à Bruxelles que... Mais tout se joue à l'extérieur. Le sort des Africains, le sort des présidents africains se joue parfois à l'extérieur. Mais c'est un peu déplorable. Et aussi, nos dirigeants, eux-mêmes, ils ne sont pas aussi conscients de la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut collaborer avec la population civile. Voilà que la population civile qui végète dans la misère, ils sont manipulés. Si vous êtes manipulé, on va vous donner des miettes et vous allez prendre des armes. Ce mouvement du M23, c'est un mouvement créé sur place. Ce ne sont pas des étrangers totalement. Ce sont des Congolais. Il y a des Congolais d'origine maternelle ou pas. Donc, il urge que nos dirigeants africains, s'ils veulent gagner des élections, qu'ils s'apesantissent sur la population, que de négocier le pouvoir à l'extérieur. Négocier le pouvoir à l'extérieur, tu serais incapable de l'assumer. Firmin, quand vous analysez ces combats, est-ce que vous arrivez à comprendre ce que finalement cherche le M23? Il s'agit juste de déstabiliser l'Est, à qui profite le crime. Beaucoup disent que c'est au Rwanda. Qu'est-ce que le M23 cherche à prouver? Non, est-ce que le problème c'est au niveau du M23? Moi, je pense que le problème n'est pas au niveau du M23. Le M23, c'est un instrument qu'on utilise, c'est tout. Qui utilise? Bon, mais que les Occidentaux utilisent. C'est comme je vous parlais de la subjectivité des critères de la démocratie. C'est-à-dire, au Conseil de sécurité, c'est là où le monde, qu'on partage ou qu'on décide le monde. Tout d'abord, il y avait la conférence de Berlin qui avait partagé le monde. Maintenant, ce qui a substitué à la conférence de Berlin, ou ce qui met en place les grandes décisions de la conférence de Berlin, c'est le Conseil de sécurité. Quand les gens parlent aujourd'hui de BRICS, les BRICS vont faire quoi? Je pense qu'aujourd'hui, il y a la géographie, les gens tablent sur la géographie et la démographie. Mais n'oubliez pas que la plupart, ou ceux-là qui détiennent la richesse du monde, peut-être n'atteignent même pas 1%. Ce n'est pas une question de géographie. Ce n'est pas une question de géographie, mais c'est une question de géopolitique où un petit nombre décide de l'avenir du monde. On a vu comment Covid est arrivé et comment Covid est parti. C'est quand vous me parlez de M23, vous me parlez de la RDC, mais je vais vous poser une question, mais ce n'est pas moi qui pose la question ici. Mais regardez comment on a fait du Soudan, ou ce que le Soudan est devenu. C'est au Conseil de sécurité qu'on en a décidé, bon, on divise on le partage en deux, le Soudan et le Soudan du Sud. Maintenant, vous voulez quoi? Qu'on le veuille ou non, nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas indépendants. Le Rwanda est là, c'est parce que les Occidentaux ont voulu qu'il soit comme cela. C'est-à-dire, il faut qu'on l'explique schématiquement, je l'ai toujours dit ici, la RDC, c'est 65% des richesses mondiales. Le monde n'a pas compris que la RDC n'appartenait pas aux Congolais. Donc on l'a sauté. Il fallait chercher un homme qui pouvait comprendre
l'ambition des Occidentaux, c'était Mobutu. Donc, au départ, il a compris. Après, il a dénoncé quelque chose, au moins quelques actes devant les Nations Unies. Après, bon, c'est à ce niveau, dans les années 70, qu'on a dit, monsieur, on va se débarrasser de lui un jour. Après, on a monté une rébellion, les Kabila, on est venu 30 ans après, c'est-à-dire, on l'a sauté. C'est-à-dire, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Parce que nous dirigeons des États que nous ne maîtrisons pas. Tshisekedi, ne l'accusez pas, parce qu'il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise absolument rien. Il ne sait pas comment ça se passe. Il va trouver les armes où? Il va trouver la technologie où? Il va trouver la science, l'expertise militaire où? Il va trouver l'argent où? Pour protéger la RDC. Et il y a des partis, il y a des localités dans la RDC que Tshisekedi ne maîtrise. Il y a des richesses qui sont à des localités. On ne sait, les avions partent d'école ou d'école pour tous les jours. Les Chinois, les Italiens, les Français, les Américains, les Belges. Et puis tous les jours, même Tshisekedi ne peut pas vous dire comment ça se passe. C'est comme ça se passe. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous sommes point liés, on n'est plus rien. Aujourd'hui, on n'est plus rien parce que quoi? On nous a mis dans un système moderne que nous ne maîtrisons pas. Le problème que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à connaître qui nous sommes, à savoir qui nous sommes, d'où venons-nous, où allons-nous. Le monde, nous ne le maîtrisons pas. C'est ça le problème. Le M23, pour revenir à votre question, le M23, il est instrumentalisé par le Rwanda. Le M23, il est instrumentalisé par les Américains. Mobutu, il a toujours été instrumentalisé, utilisé, je dis utilisé, oui, par les Américains. Il a servi les Américains. Après, on l'a fait partir. Kabila, il est arrivé à un moment donné, il a compris que les Occidentaux ne voulaient plus de lui et il allait négocier avec Tshisekedi. Croyant que Tshisekedi, c'était bon, un enfant gâté qui passait ses jours dans les boîtes, dans les discothèques belges. Après, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on allait le voir pour lui dire, monsieur, c'est toi qui as le pouvoir. Vous gérez le pouvoir. Et maintenant, il se rend compte qu'il a le pouvoir, mais il ne maîtrise pratiquement rien. La RDC, c'est comme on l'avait dit à la mort de Bongo. Ceux qui ont beaucoup plus profité du pétrole gabonais, ce n'était pas les Gabonais, c'était beaucoup plus les Français. C'est comme ceux qui profitent aujourd'hui de la richesse de la RDC. Ce ne sont pas les Congolais, mais ce sont les Occidentaux. Alors, vous comprenez, Yaounokono, que face à cette situation, selon les chiffres, on a aujourd'hui, selon les Nations Unies, plus de 7 millions de personnes déplacées. Et dont 2,5 millions uniquement dans le Nord Kivu, des centaines de milliers de morts. Mais on a comme l'impression d'un silence de la communauté internationale. Monsieur Samuel, le nombre de déplacés dans la bande de Gaza n'atteint pas 7 millions. Et pourtant, vous avez vu tout ce qui a été déployé. Comment comprendre cela? Oui. On est sur Gaza, on est sur l'Ukraine. Oui, on fait le lagage des aides humanitaires sur Gaza. Mais quand c'est en aide de Congo, plus de 7 millions, rien. Non, vous savez, moi je veux un peu rebondir sur certaines positions de M. Firmin qui disait que Tshisekedi ne comprend rien. Non, moi je ne le vois pas ici qui ne comprend rien, non. Il comprend, mais seulement qu'il n'a pas de manque de manœuvre. Il ne parle pas, sinon il sait bien ce le qualifier de quelqu'un qui ne comprend pas. Non, c'est comme le ramener trop dans une forme de bassesse. Non, il comprend, mais seulement que... non, c'est comme vous avez dit, M. Firmin. C'est en cela que moi aussi j'appuie. Je dis, j'insiste, je l'ai toujours répété, que nous devons même arrêter de crier que l'Afrique est continent. La première richesse dans ce monde, sur cette terre, c'est la tête. Tout est question d'ici. Parce que c'est avec ça que les Blancs font tout. C'est la tête. Voilà. C'est la première richesse. Dès que nous allons nous réveiller, comprendre que la première vraie richesse dans ce monde, c'est la tête. Et que nous devons savoir comment bouger nos têtes. Nous comprenons que nous aurons beaucoup de solutions par rapport à nos situations. Sinon, actuellement, nous sommes dans l'illusion, nous sommes dans la vulnérabilité, telle que l'a bien précisé mon cher Firmin. Alors donc, il nous revient une véritable prise de conscience. Et cette prise de conscience-là, moi, je l'ai toujours dit, je ne nous attends pas d'un miracle, d'une magie. Mais il faut quand même que l'Africain s'identifie au travers de son frère. Il faut au moins ça. C'est ça le point de départ. Alors, mais maintenant, jouer, toi Africain, tu veux jouer sur le tout puissant, sur ton frère. Rébellion, guidée par des Congolais contre d'autres Congolais. Jusqu'à quand, nous les Africains, tout notre espoir, tout notre savoir, toute notre gloire, c'est de nous détruire entre nous. Jusqu'à quand? De nous détruire entre nous.
pour des richesses dont même nous sommes incapables d'exploiter par nous-mêmes. Parce que pour exploiter toutes ces richesses, il faut avoir la technologie. Et la technologie ne tombe pas du ciel. C'est de la tête que tout sort. Alors donc, monsieur Samuel, franchement, notre situation, mais malheureusement, il y a un problème et que face à cela, vous verrez que l'Afrique, ça fait combien d'États? Ça fait près de 54 États. Alors combien de nos États se sentent préoccupés, se disant que non, la RD c'est un État africain. Alors donc nous ne devons pas rester indifférents, etc. Combien? C'est ce qu'on a vu également au temps de Kadhafi, lorsque les Occidentaux, Kadhafi lui-même, il s'est mis dans la maladresse de défier les Occidentaux de façon ouverte. Mais il n'y a que l'Afrique du Sud seule qui a eu le courage d'aller et proposer à Kadhafi de le suivre et se réfugier en Afrique du Sud avant qu'il ne refuse. Bon, donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que chacun ne cultive que son petit intérêt dans son petit camp et puis etc. Non, notre situation, monsieur Samuel, est critique, est déplorable et nous devons en prendre conscience parce que nous sommes otages surtout de nos illusions. Si jusqu'à ce jour des Africains veulent se voir plus importants que d'autres Africains, mais c'est un problème que nous portons. La question, je le dis, en tout cas pour ces derniers jours de combat, notamment dans la ville de Nianzalé, plus de 100 000 personnes. Certains témoignent qu'on n'a jamais vu autant de mouvements d'hommes fuyant des affrontements, des combats. Le M23 qui déstabilise l'est de la RDC, qu'est-ce que ce mouvement essaie de créer? C'est-à-dire d'avoir une zone de non-droit, parce que c'est une zone minière très riche, où on peut exploiter comme on veut, c'est juste ça? Oui, je peux dire que nous tendons vers la scission de la RD Congo comme les Occidentaux l'ont fait au niveau de Soudan du Sud. Là où il y a la richesse, là où il y a les ressources énergétiques et minières, vous allez voir la présence des Occidentaux et ils décréteront la zone là, la zone rouge. C'est ce qui a fait écouter même, ou bien qui a sauté certains présidents, Ibeka au Mali et l'autre Alpha Condé en Guinée et Conakry. Vous savez, les Occidentaux, ils ont un schéma pour l'Afrique, ils ont un plan déstabilisatrice pour l'Afrique. Depuis que la Première Guerre mondiale a éclaté et a pris fin, si j'ai la bonne mémoire, le 11 novembre 1918, dans un wagon à Rotonde, suivi avec la Deuxième Guerre mondiale qui a éclaté le 1er septembre 1939 à 5h45. Vous voyez comment est-ce que les Occidentaux se sont impliqués dans ces deux guerres. Les États-Unis, eux, ils commercialisent que ce soit la première ou la deuxième guerre mondiale, ils commercialisaient, n'eût été l'écoulement de leurs navires à Pearl Harbor, eux, ils n'entreront jamais dans cette guerre parce que la guerre profite souvent, et surtout les États-Unis. Eux, là où il y a la guerre, les États-Unis, ils sont présents et ils commercialisent. Les Africains, c'est à eux-mêmes, les présidents africains, c'est à eux-mêmes de savoir que ces Occidentaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'ils veulent déstabiliser les nations ou bien ces Occidentaux veulent des richesses énergétiques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut donner à ces gens, ces colons pour être en paix? Mais nos dirigeants, pour des postes, des fauteuils présidentiels, ils courent de gauche à droite pour demander d'ailleurs des postes ou bien des mandats supplémentaires. Si tu demandes des mandats supplémentaires, donc tu exposes ton pays aux agitateurs, aux agitateurs stériles, aux vautours. Donc ces Occidentaux sont des vautours. Eux, ils cherchent seulement et uniquement là où il y a des richesses. Eux, si vous donnez des exemples de la France ne produit pas ne produit pas des richesses énergétiques, mais ils sont des premiers exploitateurs vous voyez, l'or. La France est un premier exploitateur de l'or. Alors qu'ils se sont basés sur l'or du Mali, du Niger.
Et au moment où ces gens-là, ils ont dit que ça suffit, vous êtes témoins comme moi, ces Occidentaux courent de gauche à droite en appelant Bamako à aller aux élections, alors que les conditions ne sont pas réunies pour aller à des élections tranquilles, à des élections apaisées. Mais on précipite ces populations à des bouffonneries, à des mascarades d'élections. Donc c'est un peu compliqué. Plus loin, nous allons observer peut-être plus loin à des scissions de la RD Congo. RD Congo Sud, peut-être ça se prépare au niveau des autres. On va suivre cela de très près et on commentera en temps opportun. Le temps pour moi de donner également le temps pour la fin de la première partie. On revient dans une dizaine de minutes après le journal pour la deuxième partie.